Alors, en préambule de mon exposé qui porte sur la convergence générationnelle des valeurs, je voudrais dire quelques mots sur peut-être la conception que les sociologues ont des valeurs. Parce que, et je le dis en ayant écouté nos collègues espagnols hier soir, parce qu'au fond, cette conception est assez différente de celle qu'ils ont exposée hier. Alors, ça ne veut pas dire du tout, évidemment, que la conception que je vais exposer est meilleure ou moins bonne que celle, par exemple, des psychologues. Simplement, elle est différente, c'est un autre point de vue, et d'ailleurs, c'est la richesse, je pense, de ces sessions, d'avoir des points de vue disciplinaires différents et complémentaires. Alors, en général, les sociologues, alors peut-être à l'exception d'un sociologue israélien bien connu d'ailleurs qui s'appelle Shalom Schwartz, ne croient pas à l'universalité des valeurs. Ils ne croient pas trop qu'il y ait des valeurs universelles que tout le monde partage. Alors pourquoi ? Eh bien, d'abord parce qu'ils constatent, sur le plan empirique, que les valeurs auxquelles adhèrent les individus, eh bien que ces valeurs varient fortement d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, et que, en plus, ces variations ont une grande permanence historique. Alors, par exemple, un politiste, un spécialiste de sciences politiques et un grand spécialiste des valeurs comme Ronald Inglehart l'a bien montré dans différents travaux qu'il a publiés. Alors, comment expliquer ces différences dans les valeurs ? Eh bien, je crois que cela tient au fait que les valeurs, pour le sociologue en tous les cas, elles ne sont pas d'abord individuelles, mais qu'elles sont sociales. C'est au fond, si vous voulez, le socle culturel d'entités géographiques plus ou moins vastes qui se transmet de génération en génération. Alors, qui se transmet comment ? Eh bien, par ce que les sociologues appellent la socialisation, qui se transmet par l'éducation, mais aussi de manière moins directe par eh bien, la fréquentation des parents, la fréquentation des aînés et la fréquentation d'institutions qui transmettent et qui portent des valeurs. Par conséquent, les individus passent et les valeurs demeurent. Je montrerai néanmoins que malgré tout, elles se transforment. Mais quand elles font ce mouvement de transformation, c'est souvent un mouvement assez lent et progressif. Alors, pour les sociologues, les valeurs, ce sont donc des dispositions à agir et à interpréter le monde environnant et la façon d'interagir avec lui, donc qui sont profondément intériorisées et dont d'ailleurs, bien souvent, les individus n'ont à peine conscience. Alors, comme je l'ai dit, ces valeurs, elles sont transmises par l'éducation, la socialisation. Alors, ces dispositions, non seulement elles diffèrent d'un pays à l'autre, alors par exemple, lorsqu'on étudie à travers les World Values Survey les valeurs des Américains et qu'on les compare à celles des Européens, on voit bien que ce sont deux continents de valeurs extrêmement contrastés. Les Américains adhèrent beaucoup plus que les Européens à des valeurs patriotiques. Ils sont beaucoup plus impliqués dans les valeurs religieuses. Ils ont une conception tout à fait différente des normes sociales et du rôle de l'État-providence. Ils considèrent, au fond, que c'est à l'individu essentiellement de s'en sortir par ses propres moyens. Donc, voilà un tableau de valeurs extrêmement contrasté par rapport aux valeurs auxquelles adhèrent la plupart des Européens. Donc, voilà, des contrastes très forts entre les pays
et les continents. Et je n'ai pris qu'un exemple, et on pourrait en prendre beaucoup d'autres. Même à l'intérieur de l'Europe, qui partage malgré tout un corps de valeurs assez semblable, il y a malgré tout des différences assez fortes entre les valeurs, par exemple, auxquelles adhèrent les habitants des pays européens et celles auxquelles adhèrent les habitants des pays nordiques, et qui recouvrent aussi une opposition entre les pays protestants et les pays catholiques. Voilà. Donc il y a de grandes différences entre pays et continents. Mais il y a également de grandes différences à l'intérieur d'un même pays entre les individus, et là aussi avec d'assez grandes permanences, entre les individus selon leur classe sociale, leur âge, leur sexe et encore d'autres caractéristiques. Alors maintenant, quelques mots pour vous dire comment les sociologues étudient ces valeurs. Alors il y a sûrement plusieurs manières de le faire, mais ils le font notamment en procédant à de vastes enquêtes par questionnaire, comme précisément la World Values Survey, qui a piloté Engelhardt, ou la European Values Survey, qui est quelque chose d'assez proche, mais qui est réduit aux pays européens. Et donc, c'est cette dernière enquête, la European Values Survey, c'est sur cette enquête que je vais m'appuyer pour vous présenter la suite de mon exposé. Alors, dans ces enquêtes, sont posées 100 ou 150 questions sur tout un ensemble de sujets très qualitatifs, les valeurs familiales, les valeurs religieuses, les attitudes politiques, les attitudes économiques, les normes morales. Est-il légitime ou non de faire telle ou telle chose, d'avoir tel ou tel comportement? Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est de voir aussi que lorsqu'on étudie l'évolution de ces questionnaires, parce que alors ces questionnaires, ils sont très intéressants parce qu'ils ont été menés pour ce qui concerne la European Values Survey depuis 1981, tous les 9 ans. Donc on a une assez grande quand même profondeur historique qui permet de voir l'évolution des valeurs. Et donc, évidemment, les concepteurs de ces enquêtes essayent de conserver un bloc de questions semblables de manière à pouvoir étudier l'évolution des valeurs. C'est ça qui est intéressant. Et maintenant, presque l'ensemble des pays européens participent à cette enquête. Alors, la dernière édition de cette enquête vient d'avoir lieu en 2018 et on va commencer à exploiter les résultats. Alors, malheureusement, dans les résultats que je vais vous présenter ce soir, je n'ai pas la possibilité de vous présenter les résultats de 2018 parce que l'enquête vient juste d'être terminée et on va, pour ce qui concerne la France, commencer avec les collègues qui participent au groupe de travail qui exploite ces valeurs et qui est piloté par un de mes collègues politistes qui s'appelle Pierre Bréchon, qui est professeur de sciences politiques à Grenoble. Donc on va juste commencer on attend ça évidemment avec beaucoup d'impatience et d'intérêt, on va commencer à exploiter cette enquête de 2018. Donc on pose un nombre de questions très très importants. Ah oui, et donc ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui est intéressant, on peut presque faire une étude des valeurs en étudiant les questionnaires eux-mêmes, parce qu'on voit que de nouvelles valeurs apparaissent dans les thèmes qui sont abordés par les questionnaires. Par exemple, on voit apparaître maintenant des valeurs sur les questions écologiques, ce qui n'était pas du tout le cas en 81, ni même en 90. On voit aussi des questions nouvelles qui sont apparues progressivement sur les questions de l'immigration, qui sont évidemment aujourd'hui un sujet brûlant. Et donc voilà, on aboutit à une masse considérable d'informations, des milliers d'individus qui répondent à une centaine ou plus de questions. Alors, comment traiter cette masse considérable d'informations? Alors, on peut le faire évidemment par thème. On peut faire des études sur les réponses concernant la famille, la religion, la politique, etc. Mais on peut essayer aussi de mener des analyses synthétiques de l'ensemble des informations récoltées. Alors, il y a des techniques statistiques, et je ne vais pas entrer, rassurez-vous, dans le détail de ces techniques,
mais ça, simplement pour vous l'indiquer, il y a des techniques statistiques qui le permettent, des techniques d'analyse des données qui permettent de voir comment s'articulent, comment se coordonnent les différentes réponses, quelle est leur cohérence d'ensemble et quel groupe d'attitudes finalement s'oppose à tel groupe d'attitudes et à quel type de population ces oppositions de valeurs correspondent. Et donc c'est à ce genre d'analyse que je me suis prêté et dont je voudrais maintenant vous présenter quelques résultats sur le thème donc de la convergence générationnelle des valeurs. Mais pour commencer, je voudrais faire un petit retour en arrière, si vous le permettez. Et pour commencer, donc, je dirais que dans l'histoire, les jeunes sont souvent supposés apporter à la société de nouvelles valeurs. Et on suppose que ces nouvelles valeurs qu'apportent les jeunes entreraient un peu en conflit avec les valeurs des générations aidées. Donc c'est une idée du renouvellement générationnel des valeurs. Alors cette idée, elle est parfois vérifiée, mais évidemment ce degré de rupture générationnelle des valeurs varie grandement selon les époques qu'on étudie. Et en fait, les théoriciens des générations qui se sont penchés sur ces questions ont montré que ces moments de rupture générationnelle profonde se manifestaient à l'occasion surtout de bouleversements historiques de grande ampleur, ce que les historiens appellent un événement fondateur. Alors l'exemple typique, c'est évidemment la guerre de 14. Les jeunes générations qui avaient vécu la guerre de 14 et qui avaient survécu, eh bien, ils avaient le sentiment que les élites qui étaient aux commandes avaient failli et avaient conduit les pays belligérants à la catastrophe. Donc, une profonde perte de légitimité des élites et qui conduit un peu à un sentiment de table rase. Tout est à reconstruire, tout est à refonder. La société doit être pensée à nouveau frais et donc les anciennes générations, dans ces cas-là, sont sommées en quelque sorte de laisser la place aux nouvelles générations. Alors bien sûr, la guerre de 14, c'est un exemple typique, mais il y a d'autres exemples, évidemment. La guerre de 40, mai 68, bon, souvent des guerres, évidemment, mais aussi des révolutions, des mouvements révolutionnaires. Voilà. Donc ça, c'est des bouleversements historiques qui, évidemment, contribuent au renouvellement des valeurs. Mais il y a aussi une manière moins brutale et plus continue de transformation des valeurs, simplement par le simple remplacement générationnel, c'est-à-dire la disparition des anciennes générations et l'arrivée de nouvelles générations, simplement par le simple jeu démographique des décès et des naissances, renouvellement qui contribue à faire évoluer le point d'équilibre des valeurs d'une société. Et c'est là que j'en viens un peu au point focal de mon exposé. Il est certain qu'après la Seconde Guerre mondiale, ce processus de renouvellement s'est accéléré. Alors c'est la thèse justement du spécialiste de sciences politiques américain dont j'ai déjà parlé, Ronald Inglehart, qui présente une thèse sur le passage de ce qu'il appelle les valeurs matérialistes aux valeurs post-matérialistes. Alors sa thèse, elle repose sur deux hypothèses. D'abord sur une hypothèse qu'il appelle une hypothèse de la pénurie, qui voudrait que les individus accordent plus d'importance aux choses qui sont rares. Et donc, avec le développement économique et la satisfaction des besoins matériels qui a été enclenché au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, les besoins d'estime, d'appartenance, de réalisation personnelle, de satisfaction intellectuelle et esthétique ont pris plus d'importance. Ça, c'est une première hypothèse. Deuxième hypothèse, l'hypothèse de la socialisation, selon laquelle la structure de base de la personnalité se cristallise au moment de l'adolescence. Donc voilà, ce moment de l'adolescence et de la jeunesse est un moment clé durant lequel se forment et se cristallisent les valeurs qui se modifient relativement peu par la suite.
Donc, si cette thèse est juste, ça veut dire que ces nouvelles aspirations post-matérialistes seraient portées par les nouvelles générations, plus éduquées, qui ont été socialisées donc dans ce contexte économique de croissance et d'enrichissement des 30 Glorieuses qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Et il faut bien dire que les données qu'a rassemblées Engelhardt, à partir des enquêtes mondiales sur les valeurs, sont assez convaincantes sur le fait qu'il y a bien eu un changement de valeur intergénérationnel dans le sens du post-matérialiste. Alors, cette évolution, eh bien, précisément, elle a pu se traduire dans les premières décennies de l'après-guerre par un clivage croissant des valeurs selon les générations. En effet, les générations qui étaient déjà âgées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, elles avaient été éduquées, socialisées dans un contexte culturel très différent de celui qui a prévalu par la suite. Ces générations, en réalité, elles adhéraient assez massivement à des valeurs qu'on peut rappeler traditionnelles, c'est-à-dire des valeurs qui reposent sur l'idée que ce qui est transmis de manière stable de toute éternité est sacré et doit être préservé tel quel pour le bien de la société tout entière. Et donc, ces valeurs traditionnelles, elles prônent la stabilité des cadres et des rôles sociaux. Par exemple, les rôles sociaux des hommes et des femmes, les rôles sociaux des adultes, parents et éducateurs, et ceux des jeunes et des enfants. Et évidemment, ces rôles sont placés sous le signe de l'autorité et de la prédominance des hommes sur les femmes et des parents sur les enfants et les jeunes. Et bien entendu également, la religion joue un grand rôle dans ce contexte culturel parce que précisément elle possède intrinsèquement ce caractère d'immuabilité et de permanence au fil des siècles. Donc, à travers ces générations, au fond, c'était encore, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la société du XIXe siècle qui continuait de prévaloir. Alors on sait bien que les années 60-70 ont profondément bouleversé ce cadre culturel traditionnel en Europe. Et elles l'ont fait en grande partie à cause de la massification et de l'allongement de la scolarisation. Pourquoi ? Parce que cette massification scolaire, au fond, a créé les conditions d'émergence d'un mouvement générationnel. Un des grands sociologues des générations, Norman Ryder, considère ainsi que l'allongement de la scolarisation et avec lui la réallocation de la responsabilité de la socialisation des enfants de la famille vers l'école a donné naissance à la forme moderne des générations. Au fond, pour Ryder, l'école est créatrice de générations, en quelque sorte en institutionnalisant la différence générationnelle et également en construisant des étapes hiérarchisées par âge et, in fine, une culture du groupe des pairs, P-A-I-R-S, qui permet aux membres des cohortes, en quelque sorte, de s'identifier comme des entités historiques. Alors, on le sait bien, et certains d'entre nous en ont le souvenir, dans les années 60, cette émergence générationnelle a creusé un très profond clivage entre les jeunes et leurs aînés qui a débouché sur divers mouvements de révolte qu'on connaît bien. Et je pense que cette révolte était d'abord donc générationnelle et culturelle. Elle opposait donc des jeunes qui adhéraient déjà à ces valeurs postmatérialistes et aux valeurs d'autonomie individuelle, à des aînés qui restaient attachés, pour une grande partie d'entre eux, à la société traditionnelle des statuts et de l'autorité légitime et incontestable des parents, des éducateurs et des chefs dans le monde du travail. Alors, ce paysage culturel des années 60, aujourd'hui, il s'est lui-même assez profondément transformé. Il s'est transformé à nouveau sous l'effet
à nouveau d'évolution générationnelle. En effet, les aînés d'aujourd'hui, c'est des gens de ma génération, eh bien, ce sont les anciens jeunes des années 60-70. Or, leurs convictions, leurs valeurs, eh bien, elles ont été forgées durant ces années de jeunesse. Si on revient à la thèse d'Ingelhardt et de Ryder sur l'importance cruciale des années de jeunesse dans la socialisation individuelle. Et donc, ces anciens jeunes, bien qu'ils aient vieilli, ils ont conservé quand même de leur lointaine jeunesse, dans une large mesure, un ethos post-matérialiste. En vieillissant, ils ne sont pas revenus, ou de façon assez modérée, aux valeurs traditionnelles qui étaient celles des générations d'avant-guerre et d'immédiate après-guerre. Et quant aux jeunes, eh bien, paradoxalement, leur contestation des valeurs traditionnelles s'est, elle, un petit peu atténuée. Alors bien sûr, ils adhèrent toujours plus que les autres générations aux valeurs post-matérialistes, mais le rejet des valeurs traditionnelles, au fond, il n'a plus besoin d'être aussi virulent qu'il l'était dans les années 60, parce que ces valeurs traditionnelles, tout simplement, ne dominent plus la scène culturelle. Et donc, on est revenu à l'étiage, en quelque sorte. Alors, on verra aussi qu'il y a une autre raison profonde au retour de certaines valeurs traditionnelles chez les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, et j'y viendrai dans la suite de l'exposé, mais toujours est-il que ce double mouvement contribue à la convergence générationnelle des valeurs. Alors, cette convergence générationnelle des valeurs, ce n'est pas une simple hypothèse. Elle a été validée empiriquement, précisément par l'exploitation des enquêtes sur les valeurs dont j'ai parlé au début. Comme je l'ai dit, ces enquêtes sont réalisées tous les 9 ans depuis 1981, au début dans un nombre assez restreint de pays européens et maintenant dans presque tous les pays européens. Donc c'est un matériau d'une grande richesse qui permet de mesurer sur la durée l'évolution des valeurs. Et donc, je voulais vous montrer un graphique qui illustre cette convergence générationnelle des valeurs. Donc, alors ce n'est pas celui-là. Ah, alors, ça ne marche pas. Zut. Ah si, voilà. Voilà, j'y suis. Alors, comment expliquer ce graphique? Alors, là, vous avez les dates des enquêtes. En ordonnée, vous avez la valeur d'un indicateur synthétique d'adhésion aux valeurs traditionnelles. Ça résulte de cette exploitation par analyse des données de l'ensemble des questions de l'enquête. Lorsqu'on analyse l'ensemble de ces questions et qu'on fait une analyse factorielle à partir de l'ensemble de ces questions, on voit que le premier axe de cette analyse qui ressort, et donc disons l'opposition fondamentale entre alors là il s'agit des Français, mais c'est valable aussi pour les Européens, l'opposition fondamentale qui ressort encore aujourd'hui, c'est l'opposition qui oppose les personnes qui adhèrent précisément à ces valeurs traditionnelles dont j'ai parlé, parce qu'il y en a encore qui adhèrent à ces valeurs, et puis d'un autre côté, celles qui adhèrent à des valeurs d'autonomie et de réalisation personnelle. Et donc là, on a donc la valeur d'un indicateur synthétique qui résulte de cette analyse factorielle d'adhésion, qui mesure le degré d'adhésion, si vous voulez, aux valeurs traditionnelles. Et là, les courbes, ce sont en quelque sorte les générations. C'est les classes d'âge. Mais en fait, ça nous donne l'évolution générationnelle, puisqu'on compare, alors on a ici les 60 ans et plus, là les 50-59 ans, ici les 40-49 ans, ici les 30-39 ans, et ici les 18 en bleu, 29 ans. Donc ça nous permet finalement de voir l'évolution générationnelle des valeurs, puisque l'on compare au même âge
à différentes dates l'évolution des valeurs. Donc on neutralise l'effet d'âge et on voit, donc ce qui ressort, c'est bien une évolution générationnelle. Et alors ce qui est tout à fait frappant, évidemment, sur ce graphique, c'est précisément cette convergence. Alors vous voyez que ces valeurs traditionnelles ont fortement baissé dans les classes d'âge intermédiaires, un peu moins chez les 60 ans et plus, qui restent nettement plus attachés aux valeurs traditionnelles. Et chez les jeunes, entre 81 et 90, on a eu une légère remontée des valeurs traditionnelles, mais toujours est-il qu'on aboutit, vous voyez, en 2008, à une convergence assez remarquable des valeurs autour d'un socle commun. Ce qui fait au fond qu'aujourd'hui, sur le plan des valeurs, en France et en Europe, il n'y a plus beaucoup de différence entre un jeune de 18 ans et un adulte de 50 ou de 55 ans. Et d'ailleurs, on en a un peu l'expérience personnelle dans les familles. Alors, une des questions les plus symptomatiques, pour donner un contenu un peu plus concret, si vous voulez, à cette évolution, une des questions les plus symptomatiques qui montre ce recul des valeurs traditionnelles est peut-être la question qui porte dans les enquêtes de valeurs sur l'attitude à l'égard de l'homosexualité. Et le graphique qui suit montre que cette évolution a été considérable. Alors, donc là, c'est une question. On demande aux personnes, il y a toute une série de questions dans l'enquête où on demande aux personnes si elles trouvent plus ou moins justifié une série de comportements. Alors, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, la fraude fiscale, des questions de mœurs, le suicide, dealer un peu de hashish, enfin bon, voilà. Mais il y a une question sur l'homosexualité qui est assez symptomatique. Et alors on voit, et donc on demande aux personnes de se placer sur une échelle de 1 à 10 selon qu'ils trouvent en 1 jamais justifié ou en 10 toujours justifié l'homosexualité. Alors on voit qu'il y a eu une évolution absolument considérable de cette tolérance à l'égard de l'homosexualité. Alors, pas tellement de 81 à 90, hein, mais ensuite, alors évidemment surtout chez les jeunes, et encore une fois, évidemment, moins chez les personnes plus âgées, mais voilà, on a une évolution considérable de cette tolérance à l'égard de l'homosexualité. Et c'est assez remarquable parce que, comme je l'ai dit en préambule, il est assez rare dans le domaine des valeurs de voir des changements aussi importants et aussi rapides. Alors évidemment, vous voyez, ce sont les attitudes des jeunes qui ont le plus fortement évolué. Ils sont 3 fois plus nombreux qu'en 81, en 2008, à trouver l'homosexualité toujours justifiée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces jeunes, et d'ailleurs une grande partie des adultes également, considèrent, et ça c'est très important, et c'est un changement majeur, que ce qui relève de la vie privée ne doit plus être soumis à des règles impersonnelles qui s'appliqueraient à tout le monde. Chacun, au fond, doit être libre, dans sa vie personnelle, d'adopter les règles qui lui conviennent, alors à une condition malgré tout, que ces règles n'empiètent pas sur la liberté des autres. Alors on verra néanmoins qu'il y a quelques limites à la reconnaissance de cet usage de la liberté individuelle. Bien. Alors, donc, les années 60 avaient été caractérisées, je l'ai dit tout à l'heure, par cette effervescence libertaire, notamment dans le domaine de la morale sexuelle. Alors par la suite, cette effervescence libertaire, elle est un peu retombée, sans bien sûr qu'on revienne à la morale d'avant-guerre. Mais
On constate par exemple, et là j'essaye d'expliquer le léger retour aux valeurs traditionnelles des jeunes, on constate par exemple que les jeunes adhèrent plus souvent aujourd'hui à l'idée que la fidélité dans le couple doit être respectée. Ça, c'est pour expliquer ce mouvement un peu paradoxal, semble-t-il, d'un léger retour des jeunes vers des valeurs un peu plus traditionnelles. Et d'ailleurs, les enquêtes sur les pratiques sexuelles, par exemple celles qui ont été menées par l'Institut national d'études démographiques en France, montrent que les jeunes actuels, effectivement, ont moins de partenaires sexuels, ont eu moins de partenaires sexuels que les jeunes des années 60. Alors, ces valeurs communes entre les générations, je l'ai déjà évoqué, s'articulent autour de l'idée d'individualisation, c'est-à-dire du respect du libre choix de chacun dans sa façon de vivre. Alors, ce qui est important de dire, c'est que cette évolution ne correspond pas, comme on l'entend parfois, à la disparition des valeurs. Parce que revendiquer de choisir ces valeurs ne veut pas dire du tout que l'on répudie toute valeur. Simplement, cette revendication du libre choix des valeurs, elle est associée à l'idée de tolérance, puisque on ne peut pas imposer aux autres ce qu'on refuse pour soi-même. Elle est liée aussi, et c'est très important, à l'idée que, et là peut-être qu'on retrouve un aspect un peu plus universel des valeurs, elle est liée à l'idée que le respect de la dignité humaine est un principe fondamental. Alors néanmoins, les résultats des enquêtes sur les valeurs ne se limitent pas à enregistrer cette montée de l'individualisation. Ils montrent aussi une seconde opposition, et c'est le deuxième axe de l'analyse factorielle dont j'ai parlé tout à l'heure, entre les Français, mais les résultats sont les mêmes concernant les Européens. Donc une opposition entre des Français qui sont engagés dans la vie sociale, confiants dans les autres et les institutions, animés aussi de sentiments altruistes, et les Français qui présentent les caractéristiques inverses. En retrait, très faible participation sociale et politique, méfiance à l'égard des autres et des institutions, certaines formes d'incivisme et d'individualisme. Alors, évidemment, ce second clivage des valeurs, à côté de celui qui oppose tradition et autonomie, c'est aussi un clivage social et culturel, bien sûr, entre des Français bien intégrés, ouverts à la mondialisation, et des Français moins favorisés et très réticents à l'idée de l'ouverture sur le monde. Et on a pu voir certains effets électoraux de cette opposition partout en Europe bien récemment. Alors, il y a une autre nuance assez importante dans l'évolution des valeurs vers le post-matérialiste. En effet, même si globalement les valeurs évoluent vers plus d'individualisation et plus de permissivité, cette évolution quand même est assez divergente selon qu'on considère les normes privées, c'est-à-dire les normes qui concernent la vie privée, et les normes publiques, celles qui concernent la vie sociale et la sphère publique. Et donc, précisément, les enquêtes valeurs posent une série de questions très intéressantes sur ces sujets, en demandant si les personnes trouvaient plus ou moins justifier une série de comportements, soit qui relèvent du pur domaine privé, comme les attitudes, j'en ai parlé, à l'égard de l'homosexualité, du divorce, du suicide, etc., ou d'autres domaines qui relèvent plutôt de la sphère publique et du civisme. Frauder le fisc, ne pas payer son billet de train, accepter un pot de vin, etc. Or, les évolutions concernant ces deux domaines sont assez divergentes. Alors, il y a un graphique qui le montre.
Voilà. On voit que la rigueur concernant les normes privées, en haut, s'est affaiblie, c'est fortement affaibli dans toutes les générations, même si, encore une fois, c'est moins net pour les personnes plus âgées. Mais concernant les normes publiques, là, on a plutôt parfois une stabilité et même parfois une remontée, notamment chez les jeunes, de la rigueur attendue ou espérée dans le respect des normes publiques. Et il y a d'autres questions de l'enquête qui confirment ce retour, d'une certaine manière, à une demande d'ordre et d'autorité. Et précisément, c'est particulièrement le cas, et là, le résultat est assez spectaculaire, concernant la demande d'autorité. Donc, on demandait aux personnes interrogées, dans l'enquête, toujours dans la même enquête, si c'était une bonne ou une mauvaise chose qu'on respecte davantage l'autorité. Et voilà le résultat. Donc là, c'est le pourcentage de personnes, selon l'âge, toujours le même principe, qui pensent que c'est une bonne chose qu'on respecte davantage l'autorité. Vous voyez que l'évolution est assez spectaculaire vers une demande de renforcement de l'autorité, notamment chez les jeunes. Vous voyez que les 18-29 ans n'étaient que 37% à approuver l'idée d'un renforcement de l'autorité en 1981. Ils sont près des 3/4 à le faire en 2008. Et là aussi, d'ailleurs, on assiste à une convergence générationnelle des valeurs. Les jeunes et les classes d'âge intermédiaires se sont très fortement rapprochés des opinions des plus âgés à ce sujet, donc semblant adhérer comme eux à un retour de la demande d'ordre et d'autorité. Alors évidemment, ça paraît un peu contradictoire avec la première évolution dont j'ai parlé tout à l'heure vers la demande d'individualisation et d'autonomie. En réalité, je ne crois pas que ce soit contradictoire et je voudrais essayer de vous l'expliquer en 2 mots. En effet, je pense que les Français, d'ailleurs plus largement les Européens, adhèrent effectivement à cette demande de liberté et d'autonomie dans leur vie privée et leurs choix personnels, mais en même temps, ils s'inquiètent des effets parfois néfastes et perturbateurs de l'exercice de cette liberté dans la vie sociale ordinaire. Et en effet, on est dans un monde où la frontière entre vie privée et vie publique est moins claire et moins tranchée qu'elle ne l'était autrefois. Tout d'abord, évidemment, l'extériorisation des sentiments se fait de manière beaucoup plus libre. Et ça génère, on le sait bien, parfois ce qu'on a appelé des incivilités. Lorsque, par exemple, des jeunes manifestent bruyamment leur joie ou leur plaisir d'être ensemble dans les transports en commun ou les lieux publics. Et donc, les personnes plus âgées qui sont habituées à la réserve, qui dans leur esprit sied aux bonnes mœurs, eh bien, sont souvent choquées et gênées par cette exubérance juvénile. Et en second lieu, c'est très important, Internet et les réseaux sociaux, je l'ai évoqué hier dans une question que je posais, ont été des puissants leviers qui ont contribué à abolir et pour ainsi dire, à presque effacer entièrement cette frontière entre vie privée et vie publique, notamment chez les jeunes. Et donc ces jeunes mettent en scène leurs sentiments et leur vie personnelle sur les réseaux sociaux. Alors, ça a un côté positif qui va d'ailleurs dans le sens de l'individualisation, et parce que ça permet l'affirmation de son identité personnelle par le choix d'un style qui les définit, qui est souvent un style vestimentaire, des choix musicaux, etc. Mais ce côté positif, il a aussi son revers, évidemment. C'est que cette mise en scène de soi rend vulnérable à des formes plus ou moins graves de stigmatisation, de dénigrement et parfois, on le sait bien, de harcèlement. Et les jeunes filles sont d'ailleurs, plus souvent que les garçons,
les victimes de ces formes de stigmatisation qui portent très souvent sur l'apparence vestimentaire ou simplement corporelle. Et je me rappelle d'une enquête qu'on avait menée avec l'INSEE, l'Institut français de la statistique, sur les discriminations. Et ce qui ressentait de cette enquête et qui était très frappant, c'est que les premières discriminations dont se plaignent les jeunes, ce ne sont pas des discriminations sociales ou économiques comme on aurait pu l'attendre, mais le premier motif invoqué par ces jeunes, leur première plainte, c'est celui des moqueries et des insultes dont ils sont l'objet concernant leur physique, leur tenue vestimentaire, leur look. Et les filles, notamment, s'en plaignent particulièrement, d'autant évidemment que la sexualisation de l'apparence est plus précoce. Donc, plus généralement, si vous voulez, cette plus grande liberté dont jouissent les jeunes dans la vie sociale crée inévitablement parfois des désordres et des tensions dont les jeunes eux-mêmes, d'ailleurs, déclarent souffrir. Alors, une petite anecdote à ce sujet. Il y a quelques années, des lycéens de la région nantaise, j'avais vu ça dans la presse, avaient protesté auprès de la direction de leur lycée et demandé à la direction de leur lycée d'être beaucoup plus sévère et de prendre des mesures pour éviter les incidents et les désordres qui émaillaient continuellement la queue dans le self pour le déjeuner. Voilà. Par contre, le proviseur était assez réticent à prendre des mesures autoritaires. Donc c'est un complet renversement par rapport aux années 60. Là, c'est les jeunes qui demandent de l'autorité et les adultes qui sont un peu réticents à la mettre en œuvre. Alors, retour à une demande d'autorité, certes, mais attention, les jeunes ne demandent pas le retour, évidemment, au modèle de relation patriarcale qui prévalait avant-guerre. Le type d'autorité qu'ils réclament, c'est évidemment pas une autorité tutélaire qui s'exercerait sans justification, de manière aveugle, sous le seul privilège de l'âge ou de la position hiérarchique. Ce qu'ils demandent, comme tous les Français d'ailleurs, et tous les Européens d'une manière générale, c'est ce qu'on pourrait appeler une autorité régulatrice, c'est-à-dire une autorité qui gère et qui apaise les conflits et les tensions sociales sans évidemment pour autant prétendre imposer un modèle de comportement uniforme. Ce qu'ils demandent au fond, c'est une société apaisée qui parvient à maintenir le délicat équilibre entre l'exercice de la liberté individuelle et le respect de la tranquillité de chacun. D'ailleurs, ce mot de respect est un mot-clé du vocabulaire des jeunes aujourd'hui. Alors, il a de multiples sens. C'est d'abord le respect, évidemment, de l'individualité de chacun, de ses choix personnels. Mais c'est inévitablement aussi le respect du choix des autres, si ces choix sont différents des siens propres. Alors évidemment, ça c'est la théorie. Et comme je l'ai dit, ça ne se passe pas toujours aussi bien, parce que la mise en avant de l'individuation crée inévitablement des tensions identitaires. Alors il y a une question clé derrière ça, et à laquelle d'ailleurs je ne peux pas apporter loin de là de réponse définitive, bien sûr, c'est de savoir si ces tensions identitaires liées au processus d'individualisation débouchent sur un regain de violence dans les sociétés modernes. Alors, je crois que Michel, d'ailleurs, s'intéresse à ce sujet. Les spécialistes de sciences sociales ont des avis divergents sur ce sujet pour savoir si, globalement, les comportements violents reculent dans le monde contemporain ou si, au contraire, ils s'accentuent. Alors, on connaît, bien sûr, la célèbre thèse de Norbert Elias sur la civilisation des mœurs, selon laquelle, à partir de la Renaissance, la société a évolué vers un refoulement de l'aspect pulsionnel des comportements avec la naissance de la civilité et l'abandon au profit de l'État de l'exercice légitime de la violence. Et certains auteurs continuent d'aller dans ce sens. Par exemple,
un professeur de psychologie à Harvard, Steven Pinker, qui a écrit un livre qui vient d'être publié, La part de l'ange en nous, l'histoire de la violence et de son déclin. Bon, il s'inscrit tout à fait dans le fil d'Elias. Et il montre, dans une analyse fouillée de l'histoire de la violence sur une très longue durée, qu'il y aurait effectivement un déclin de la violence et de la cruauté. Alors, c'est bien possible que cette thèse soit juste sur la très longue durée, mais ceci dit, il y a un point qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les manifestations de la violence et la perception de la violence sont deux choses bien différentes. Et il est fort possible également qu'à mesure que la violence diminue tendanciellement, la tolérance à l'égard de la violence diminue également. Et donc, cette perception de la violence, ou ce qu'on appelle le sentiment d'insécurité, eh bien, ça concerne quand même une proportion relativement élevée de la population. En préparant cet exposé, j'ai un peu regardé les statistiques à ce sujet, parce que l'INSEE mène des enquêtes là-dessus, une enquête qui s'appelle Cadre de vie et sécurité, et qui montrait qu'en 2017, par exemple, eh bien, près d'un Français sur 5 a ressenti un sentiment d'insécurité à son domicile, dans son quartier ou dans son village. Mais ce chiffre est beaucoup plus élevé dans certaines catégories de la population. D'abord, il est plus chez les femmes. Vous voyez, on rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. 27% chez les femmes contre 11% chez les hommes. Il est plus aussi, ça ne nous surprendra pas, chez les personnes qui vivent dans des cités ou des grands ensembles. 29% sont touchés. Alors, il est possible également que la violence, comme la perception de la violence d'ailleurs, se concentre plus aujourd'hui dans certaines zones restreintes du territoire, des zones plus pauvres, des zones où le taux de chômage est élevé, des zones également où la population d'origine étrangère est importante. Et on a pu le constater dans une enquête récente, Michel y a fait allusion lorsqu'il m'a présenté, une enquête que nous avons menée sur la radicalité des jeunes et qui montre qu'effectivement, cette tolérance à la violence et à la déviance d'ailleurs, les deux sont liés, était élevée parmi ces jeunes qui vivent en France dans ce qu'on appelle des zones urbaines sensibles, c'est-à-dire des quartiers qui connaissent de grandes difficultés économiques et sociales et qui concentrent des populations pauvres et défavorisées. Alors, le risque, évidemment, c'est que se développe dans ces quartiers une sorte de culture parallèle qui revient à légitimer, pour une partie des jeunes qui y résident, des comportements violents ou déviants au nom, au fond, d'une sorte de théorie indigène, si vous voulez, de la frustration relative, qui revient à dire, et on a rencontré des jeunes qui nous tenaient ce discours, par exemple à Aulnay-sous-Bois, puisque la société ne nous donne pas la possibilité de nous réaliser par des moyens légitimes, eh bien nous considérons que nous avons le droit de le faire par d'autres moyens, notamment pour accéder aux standards de consommation qui sont aujourd'hui communs à tous les jeunes. Alors évidemment, ces comportements, heureusement, ne concernent qu'une partie très restreinte de leur population, et donc leur impact dans les enquêtes sur la population générale est très faible, mais leur impact en termes de visibilité médiatique est très élevé. Et on entend par exemple très souvent parler en France dans les médias des assassinats périodiques qui sont liés au trafic de drogue, par exemple, qui ont lieu très souvent dans les quartiers nord de Marseille. Donc, pour conclure et revenir à mon propos initial, je dirais que la tendance à la convergence des valeurs existe bien entre générations, mais il est possible également que cette convergence intergénérationnelle se double d'une divergence intragénérationnelle, à l'intérieur d'une génération. En effet, il est probable qu'une société comme la société française est de plus en plus clivée en termes de valeurs à l'intérieur de la jeunesse. Alors, il y a bien une tendance générale vers l'individualisation, comme je l'ai expliqué au début, mais une tendance divergente, certes très minoritaire,
qui légitime une rupture avec les normes dominantes et propage une culture de la violence dans une partie minoritaire de la jeunesse, violence qui peut prendre aussi parfois un tour religieux, comme on les a vus avec les attentats qui ont ensanglanté notre pays ces dernières années. Je vous remercie de votre attention.